merci à vous d'être là pour évoquer avec vous ce sujet de l'innovation technologique en France et comment la favoriser en matière de santé. Donc c'est un sujet très, très large et pour commencer, peut-être que Vincent Delaunay, on pourrait partir de votre exemple chez Intuitive, puisque vous êtes directeur des affaires médico et économiques dans cette entreprise qui fabrique des robots pour aider les chirurgiens à réaliser des opérations moins invasives. Et donc, quand vous êtes arrivé sur le marché français, comment ça s'est passé avec votre technologie? Quel a été l'accueil qui vous a été réservé? Quelles sont un peu les démarches que vous avez dû faire pour convaincre? Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je représente donc la société Intuitive. Intuitive, c'est une société américaine qui a été fondée en 1998. On est placé au cœur de la Silicon Valley en Californie et on a la spécificité d'être monoproduit, à savoir que notre seul produit, eh bien, c'est une plateforme de chirurgie robot assistée. Alors, on parle souvent de chirurgie robotique. Je pense que c'est un mésusage dans le sens où c'est pas le robot qui opère tout seul, on n'en est pas encore là. C'est un chirurgien qui va piloter une plateforme qui va lui permettre, de par des aspects technologiques autour de la vision, de la précision et de l'autonomie, eh bien, d'offrir un vrai bénéfice clinique aux patients qui se traduit, quand on regarde les chiffres sur l'activité française à l'heure actuelle, par des diminutions des complications et des diminutions certaines de la durée d'hospitalisation. Alors, on est à l'heure actuelle quelques chiffres. Il y a 7500 robots d'installés dans le monde, 12 millions de procédures de réaliser à date, et on a frôlé les 2 millions de procédures annuelles l'année dernière au niveau mondial. Donc la chirurgie robot assistée, c'est devenu une vraie réalité, y compris en France, où bien quasiment tous les centres hospitaliers universitaires sont équipés d'un grand nombre de centres hospitaliers généraux et de nombreuses cliniques privées. Alors tout a commencé en France en 1998 à l'hôpital Broussais, maintenant qu'on connaît mieux sous le nom de l'hôpital européen Georges Pompidou, où il y a une première intervention de chirurgie robot assistée qui a été réalisée. Donc c'était en 99, pardon, vous voyez, la société a été fondée en 98, un an après. La France, déjà, on avait une première procédure de chirurgie robot assistée qui se faisait. Et depuis, eh bien, il y a eu une augmentation continue de l'activité. On a une croissance, donc je vous le dis, beaucoup de centres qui sont équipés. On est principalement connu pour la prostatectomie. C'est vrai que c'est l'urologie, c'est là où la chirurgie robot assistée s'est développée. Je pense qu'elle s'est principalement développée sur cette spécialité parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de chirurgie ouverte. On traitait la prostatectomie en chirurgie ouverte. Donc la chirurgie ouverte, c'est une large incision dans l'abdomen. Ça permet au chirurgien de bien voir. Il peut mettre les mains, il peut avoir un geste précis. Mais pour le patient, eh bien, quand on se retrouve avec une incision de 10 à 15 cm dans l'abdomen, c'est des durées d'hospitalisation complexes et des suites opératoires également complexes. Et la chirurgie robot, on était il y a 13 ans, j'ai regardé encore les chiffres ce matin, une prostate sur 2 qui a été traitée en chirurgie ouverte. À l'heure actuelle, sur les derniers chiffres du programme médicalisé du système d'information, ce qu'on appelle le PMSI, on est à 60% de chirurgie robot assistée et la part de chirurgie ouverte, elle est à 15%. Donc on est passé d'une chirurgie, on va dire, qui était traumatisante avec des suites complexes sur une chirurgie mini-invasive avec des durées de moyenne de séjour maintenant qui sont autour de 3 jours. Il y a un certain nombre de centres hospitaliers maintenant qui traitent même les prostatectomies en ambulatoire. On rentre le matin, on sort le soir. La même chose pour l'ablation, les cancers du rein. Donc tout ça, c'est fait avec l'apport de la chirurgie robot assistée. Donc c'est devenu vraiment, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique chirurgical en France, indéniablement. Et pour arriver jusque-là, il a fallu convaincre, j'imagine, de l'intérêt de la technologie et puis trouver un modèle aussi pour les établissements dans lesquels cette technologie est proposée. Comment ça a fonctionné ? Ah bah évidemment, la pierre angulaire, ça reste le chirurgien, puisque si le chirurgien n'adhère pas à cette technique, bien sûr, on n'en serait pas là. Donc c'est vrai qu'au début, on a beaucoup parlé d'effets marketing, la chirurgie robot assistée, ça a une mode qui va passer. Bon, je pense que 25 ans après, on est encore là, on a des courbes, on voit, l'adoption se fait de plus en plus largement. Je vous disais que tout à l'heure, tous les centres hospitaliers universitaires sont équipés, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un jeune chirurgien dans son cursus, il a de fortes chances d'utiliser le robot et que le robot, ça se devienne en fait, finalement son outil de travail au quotidien. Mais pour en arriver là, donc bien sûr la conviction du chirurgien. Et puis ensuite, il a fallu trouver des modèles économiques avec les établissements de santé, parce qu'on a en France deux catégories, le public, le privé, avec des modes de financement qui, malgré que ça reste la T2A, on a des tarifs de GHS différents, on a des modalités de financement aussi qui restent pour partie différentes. Donc il a fallu trouver des modalités, parce que la chirurgie robot assistée, ça reste quand même un investissement en capital, c'est une innovation, donc forcément, on ne va pas se cacher, ça a un coût, donc il y a un investissement en capital, un investissement en consommable, et il a fallu trouver des modèles médico-économiques
pour en fait montrer que malgré cet investissement qui pouvait être conséquent, le fait de diminuer par exemple les durées moyennes de séjour, ça permet aussi d'hospitaliser plus de patients et donc d'arriver à un certain niveau pour prouver que la chirurgie robot assistée puisse être économiquement viable en tout cas. Mais je pense que Nicolas Bouzou nous en dira un peu plus tout à l'heure. Effectivement, Nicolas Bouzou, le cabinet Asterès connaît bien Intuitive puisque vous avez réalisé une étude pour déterminer un peu quelles sont les bonnes conditions d'arrivée de la chirurgie robot assistée. Et elle montre que, évidemment, ce sont des appareils qui sont très chers, mais qu'on peut trouver un modèle, notamment en réorganisant les soins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous démontrez ? Bien sûr. Alors, déjà, les travaux ont été menés par Guillaume Moukala, qui est dans la salle et qui pourra répondre si vous avez des questions qui sont techniques, parce qu'en fait, ce travail n'avait pas été fait. Il n'avait pas été réalisé. On dit beaucoup de choses sur la chirurgie robot assistée. On dit que ça coûte cher, etc. Mais il n'y avait pas de travail qui regardait en profondeur quel était le modèle économique en fait, qui pouvait être optimal par rapport à ces investissements dans les robots, qui en effet sont quand même des investissements qui sont conséquents. Donc l'équipe a regardé à la fois toute la recherche académique dans le domaine économique qui existait sur ce sujet, et puis on a aussi fait des travaux qui sont spécifiques à la France en utilisant des données hospitalières. Et je trouve que les résultats sont tout à fait intéressants. Alors je vous les donne de façon très impressionniste et on pourra rentrer dans les détails si ça vous intéresse. Mais au fond, on a essayé de répondre à 3 questions. Première question, est-ce que l'utilisation de la chirurgie robot assistée, c'est bon pour les patients ? Deuxième question, est-ce que c'est bon pour les chirurgiens ? Troisième question, est-ce que c'est bon pour l'équilibre, les finances de notre système de santé ? Alors, premier sujet, est-ce que c'est bon pour les patients ? Oui. Vincent Dehonnet l'a rappelé, on en fait beaucoup de chirurgie robot assistée en France. Nous, notre étude, elle porte sur les prostatectomies. D'accord. Aujourd'hui, plus de la moitié des prostatectomies en France sont réalisées par de la chirurgie robot assistée. Le reste se ventilant en chirurgie ouverte, il y en a encore un peu, et la cœlioscopie. Bon. Donc, est-ce que la chirurgie robot assistée présente un intérêt pour les patients au regard des 2 autres manières de faire? La réponse est oui, et on le voit notamment quand on regarde la durée des séjours, qui est inférieure de 3 jours quand on utilise la chirurgie robot assistée versus la chirurgie ouverte, et plus d'une journée quand on utilise la chirurgie robot assistée versus la cœlioscopie. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence qui est significative du point de vue statistique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est bon pour les chirurgiens ? Alors oui, là vraiment, mais les résultats, tout ce qui existe dans le monde sont extrêmement spectaculaires. Il y a des blessures, les chirurgiens se blessent quand ils font de la chirurgie ouverte, ils se blessent de façon assez régulière quand ils font de la cœlioscopie, et évidemment, avec de la chirurgie robot assistée, on est sur des manettes, on pilote un robot, et donc il y a beaucoup moins de risques pour le chirurgien. Alors, troisième question, est-ce que c'est bon du point de vue économique ? Et c'est là où c'est intéressant. En fait, tout dépend comment on s'organise. Mais ce que je veux dire est assez générique à la question de l'innovation en règle générale. C'est-à-dire que l'innovation, on ne peut pas dire comme ça, les innovations sont très coûteuses, donc elles vont coûter très cher, ou elles ne sont pas coûteuses, donc elles ne coûtent pas cher. En fait, tout dépend de la façon dont on les utilise et dont on s'organise. Alors, les robots, ça coûte cher. Donc il faut les amortir sur une période de temps qui est longue. Donc nous, ce qu'on montre, c'est qu'à partir d'une période de temps qui est de l'ordre de 7 ans, on réussit à amortir ces robots. La deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup les utiliser. Et donc, il faut des hôpitaux de taille conséquente, dans le cas de la prostatectomie, qui vont être en capacité d'en faire beaucoup, avec des plages horaires qui sont des plages horaires importantes. Et puis la troisième chose, et ça fait écho à ce que disait Nicolas Revel, au fond, parce que le plus difficile dans notre affaire, c'est comment vous organisez un hôpital pour qu'on puisse utiliser de façon optimale les robots. Parce que quand vous introduisez un robot dans un hôpital, on peut imaginer que ça génère un certain nombre de réorganisations. Si vous passez de la chirurgie ouverte à la chirurgie robot assistée, vous diminuez donc en moyenne le nombre de journées d'hospitalisation de 3. Et si vous faites, ce que je conseille beaucoup de prostatectomie, j'ai toujours du mal à le dire, pardonnez-moi,
Bien évidemment, vous devez vous réorganiser pour faire un gain financier. Sinon, vous ne le ferez pas. Donc vous voyez que quand on a ces 3 conditions réunies, oui, c'est un investissement qui est bon en matière économique. Donc là, cet exemple, si vous voulez, d'Intuitive et de la chirurgie assistée appliquée aux prostatectomies, c'est un exemple parmi d'autres, mais il me semble, alors il faudrait aller plus loin dans les recherches, et je ne veux pas vous pousser à la consommation, mais il me semble que ce sont des résultats qui, je pense, sont assez universels. C'est-à-dire que vous pensez à d'autres technologies qui peuvent être favorisées par une meilleure organisation des soins ? Oui, en fait, quand on regarde aujourd'hui les innovations dans le domaine de la santé, la plupart ont pour effet potentiel de raccourcir la durée des séjours. Ou d'ailleurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas de séjour du tout. Vous avez aujourd'hui des innovations, je pense à une innovation dans le domaine cardiovasculaire, vous avez des trottes que vous pouvez utiliser à l'entrée des urgences, et puis les gens ont en fait à peine à entrer aux urgences, où ils y entrent, et puis le cas échéant, dans la majeure partie des cas, on peut les renvoyer chez eux, ou les renvoyer éventuellement en médecine de ville. Mais vous voyez, que ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que ça demande, et c'est très intéressant, c'est ce que disait Vincent, mais Nicolas Revel ne disait pas autre chose, il faut embarquer les équipes en réalité, donc derrière ça, il y a des questions managériales notamment, qui sont assez complexes. Moi, c'est ça qui me passionne je ne suis pas du tout économiste de la santé, hein, je travaille notamment sur la santé, mais ce n'est pas ma spécialité, mais ce que je trouve toujours très intéressant quand mon équipe travaille là-dessus, c'est que au fond, je schématise un peu, mais c'est quand même vrai, c'est l'un des secteurs dans lequel vous avez le plus d'innovation technologique, mais c'est aussi l'un des secteurs, pour des raisons qui sont liées à des impératifs en matière de sécurité, et puis aussi parce qu'on aime bien ça en France, un secteur extrêmement normé. Et même sans doute par certains côtés excessivement normé. Et donc le fait que d'un côté vous ayez beaucoup d'innovation et de l'autre vous ayez beaucoup de normes, en fait c'est contradictoire. Vous voyez ? Alors comment se résout cette contradiction ? Elle se résout par le fait qu'on prend les innovations, parce que comme le montre notamment notre étude, c'est bon pour le patient, donc on essaie quand même de faire des choses qui soient bonnes pour les patients et puis aussi pour les personnels soignants, mais ça aboutit à une inflation des coûts. Vous voyez, donc c'est ça en fait notre mécanisme de sortie. Donc il est sous-optimal, parce qu'en fait on pourrait faire mieux aussi du point de vue économique, et on pourrait sans doute s'organiser pour que ces innovations, qui en plus sont de plus en plus importantes du point de vue quantitatif, il y en a de plus en plus, donc pour faire en sorte que leurs coûts soient absorbés, par exemple, par des réorganisations. Donc pour favoriser les technologies, il y a une question de financement, il y a une question d'organisation des soins. Vous avez évoqué la question des normes, et ça m'amène à vous, Isabelle Adno. Vous êtes à la Haute Autorité de Santé, à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Donc cette commission évalue les dispositifs et technologies de santé en vue de leur remboursement par l'assurance maladie, sachant que ce n'est pas la HAS qui va décider du remboursement ou pas, mais c'est un pas indispensable. Et cette commission ne voit pas bien sûr passer toutes les innovations, mais vous êtes quand même dans un lieu privilégié pour les voir arriver. Donc peut-être que vous pouvez d'abord nous dire quelle est la dynamique en ce moment. Êtes-vous très sollicité ? Quels sont les champs peut-être où vous voyez les choses avancer très vite en matière technologique? Oui, on voit beaucoup d'innovations en fait. On peut toujours penser que l'herbe est plus près est meilleure dans le champ d'un côté, en l'occurrence dans le pays ou dans un continent à côté. Mais dans la réalité, nous, on voit beaucoup d'innovations. Enfin, moi, c'est mon quotidien. Et en fait, ce qui se passe... Vous allez nous donner quelques exemples. Quelques exemples. Tout à l'heure, on parlait d'impact organisationnel. Quand vous avez actuellement pour diagnostiquer une apnée du sommeil, pour donner cet exemple-là, on est actuellement sur une polysomnographie que vous faites dans un lieu spécialisé avec 7 jours d'hospitalisation, donc pour que ça se passe avec des tas de capteurs, etc., et pour pouvoir détecter et diagnostiquer les choses. Il y a un dispositif médical qui est à l'étude et pour lequel la HAS a donné un forfait innovation, où c'est une sorte de patch que vous mettez sur les mâchoires, et le capteur va aider avec intelligence artificielle de savoir si oui ou non vous avez une apnée du sommeil. Ça, c'est en 3 jours de temps, non hospitalisé, immédiat,
Ce qui veut dire que d'un côté, comme il y a à peu près 1 an d'attente pour rentrer dans les centres pour faire des polysomnographies, ou de l'autre côté, c'est chez vous sans hospitalisation, enfin voilà, il n'y a pas photo. Donc du coup, on est vraiment dans une dynamique positive. On ne le dit pas assez parce qu'on finit par s'auto-flageller les uns et les autres, mais on est vraiment dans une dynamique. Alors pourquoi il y a une telle dynamique? Moi, je vois 2 gros facteurs. Le premier, c'est toutes ces avancées technologiques. Que ce soit dans les tissus, dans les capteurs, dans les matériaux, enfin, tout ce que vous voulez. Quelque chose qu'on va vous implanter qui est beaucoup plus petit avec une batterie qui va durer beaucoup plus longtemps, bah, par définition, c'est une vraie innovation. Un diabétique qui va être avec des pompes telles qu'elles sont gérées et qui vous propose à un moment donné une injection d'insuline. Je ne dis pas que le diabétique va oublier son diabète, mais enfin, ça va quand même le faciliter, etc., etc. Donc il y a une convergence de toutes les technologies. Et évidemment le numérique, les capteurs, les transferts de données, les capacités de traiter toutes ces données, etc. etc. Et puis le deuxième, et le professeur Ténière en parlera probablement bien mieux que moi, on a en France un exceptionnel écosystème dont on ne se rend absolument pas compte. J'entends par là que des médecins travaillent avec des ingénieurs et que quelque part, un ingénieur qui fait quelque chose mais qui ne sert à rien aux médecins et aux patients, bon, c'est bien, mais bon voilà. Et à l'inverse, il faut que ça marche bien dans les 2 systèmes. Et en fait, on a cette chance-là. Et pour revenir à votre rôle dans cet environnement, la commission, comment va-t-elle évaluer ces dispositifs et quels sont les délais aussi? Parce qu'on peut avoir des idées sur des délais de certification très longs, des temps d'attente pour les industriels, pour les innovateurs. Qu'en est-il? Alors, la HAS, comme vous l'aviez dit précédemment, ne fait que donner des avis. Donc nous, on ne décide rien du tout, mais on donne des avis. Et en fait, la mission de la HAS est de donner des avis en vue du remboursement. Donc déjà, on ne voit qu'une partie des choses. J'y reviendrai probablement plus tard, si vous m'y autorisez, sur le fait que certains équipements ne sont pas remboursés en eux-mêmes. Typiquement, le robot dont on vient de parler, c'est un équipement. Donc ça, nous, on ne le voit pas. Ce que l'on voit, c'est tout ce qui va être remboursé. Donc dans ma propre commission, ce sont tous ces dispositifs-là. En ce moment, on travaille beaucoup sur la télésurveillance, qui est donc en train d'être lancée. Et en particulier, j'entendais tout à l'heure, sur la télésurveillance en oncologie, où un nombre énorme de dispositifs arrivent. Alors, les critères que l'on a sont des critères qui sont dans le Code de la Sécurité sociale. Ils tournent bien évidemment autour du bénéfice clinique et au niveau de la santé publique. Mais qui dit ces 2 critères-là, qui sont légèrement différents qu'enseigner numérique, ça inclut 2 choses absolument essentielles. Le premier, c'est la qualité de vie du patient. Et en matière de situation de handicap, des fois, ça ne sauve pas la vie, mais ça change complètement la vie. Donc c'est absolument essentiel en matière pour tout le handicap, parce qu'on voit ça pour beaucoup. Et puis, tout ce qui est impact organisationnel. Donc, du coup, nous, dans les dossiers, on demande qu'il y ait des démonstrations, parce qu'on ne fonctionne évidemment pas sur le on-dit, des démonstrations de l'impact organisationnel, alors du bénéfice clinique au sens du soin, quand il y en a, en situation de handicap, c'est autre chose, mais aussi de la qualité de vie, de l'impact organisationnel. Donc, pour aider dans les dépôts de dossiers, on a fait, par exemple, sur l'impact organisationnel, parce que les industriels n'y pensent pas assez, il y a 3 macro-critères, et nous, on ne les prend en compte. Ça, c'est la première des choses. En matière d'intelligence artificielle, on a une grille avec 42 critères, parce que l'idée, c'est évidemment pas d'aller regarder dans la boîte noire, parce que c'est même pas la peine, personne n'est... Surtout que c'est souvent une cascade d'intelligence, qui sont d'entraînement d'intelligence artificielle. Mais on a comme ça, pareil, pour aider l'industriel à pouvoir déposer un dossier correctement. Pourquoi ça? Pour en revenir au délai. Si le dossier est bien déposé et qu'il a tous les bons éléments, le dossier, ça va vite. Nos délais, moi j'ai tenu à ce qu'ils soient sur le site internet de l'HAS, 63 jours en moyenne. Bon, voilà. On peut toujours faire moins, mais enfin 63 jours en moyenne, ça c'est les derniers chiffres. Et on a à peu près à la louche 300 dossiers par an, en gros. Donc c'est aussi l'occasion, si vous voulez, de remercier les équipes. Et vous avez des fast tracks aussi. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu la logique, à qui s'adresse-t-il et qu'est-ce que ça change? Ce sont des nouveaux dispositifs, certains tout à fait nouveaux, parce que pour le numérique, ça vient juste à peine il y a quelques mois. Les fast tracks, c'est quoi?
Le principe intellectuel, c'est l'industriel n'a pas toutes les données. Donc du coup, il a quelques données qui permettent une présomption de forte efficacité dans tous les domaines que j'ai cités. Et donc dans ce cas-là, il y a une possibilité de voir le dossier qui chez nous, c'est différent du médicament, mais peu importe, ça s'appelle accès transitoire ou accès anticipé pour le numérique. Un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses, mais peu importe, ça existe. Et donc, il n'y a pas toutes les données. Nous, on va juger là-dessus. Et donc, si on donne un avis d'accès transitoire accéléré, l'industriel aura son dispositif qui sera inscrit avant. L'idée, c'est que les patients français puissent en bénéficier donc avant. Et évidemment, après, il va falloir, à un moment donné, que ça rentre dans le système pérenne. Donc, une fois que le dossier, lui, est complet avec les données, etc., à ce moment-là, ça rentre. Mais en tout cas, comme je disais, on ne voit pas tout ce qui, aujourd'hui, est un apport, mais énorme, d'innovation. C'est tout ce qui est destiné aux professionnels. Et ce sont tous ces logiciels d'aide à la prévention, d'aide au diagnostic, d'aide à l'action. Combien de chirurgiens orthopédiques se font aider par des machines pour savoir comment ils doivent opérer, etc. Et il y a tous ces logiciels-là, mais ceux-là, nous, on ne les voit pas. Et ça nous ramène à vous, Vincent Delaunay. Donc, pour un équipement comme le vôtre, il n'y a pas de financement particulier. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve? On a parlé de l'organisation des soins, bien sûr, mais vous, après, vous cherchez peut-être à convaincre sur la pertinence d'un acte avec un robot et de le prendre en compte tel quel dans le remboursement. Expliquez-nous votre démarche. Alors, la démarche, elle est assez simple. Tout d'abord, il y a bien sûr le travail d'essayer d'avoir des tarifs adossés, parce que l'HS, il y a plusieurs portes d'entrée, qu'on soit un dispositif, une molécule, où nous, on est plutôt finalement sur la création d'un acte, un code CCM, ce qu'on appelle la création d'un code chirurgical robot pour chacune des procédures, de façon à avoir un tarif adossé. Le jour où on a ce tarif, c'est vrai que ça va permettre à un certain nombre d'établissements d'avoir un financement supplémentaire pour la chirurgie robot assistée et donc de s'y retrouver. À l'heure actuelle, donc on passe d'abord dans la première étape qui est celle de l'HAS, où l'HAS évalue ou pas le bénéfice clinique pour la technologie. Je vais prendre l'exemple de la prostatectomie qui a été évaluée positivement par l'HAS en 2016 et ensuite ça passe chez le payeur, la Caisse nationale d'assurance maladie. On est en 2023, malgré cet avis qui a été rendu positif en 2016. 7 ans après, on n'a toujours pas de code pour une procédure qui représente 10 000 interventions à l'année et sans tarif adossé. Donc en fait, les établissements de santé investissent dans la chirurgie robot assistée parce que les chirurgiens, ils voient un intérêt pour leurs patients. Eux, ils voient un intérêt sur des aspects organisationnels, de restructuration, de réorganisation de leur activité. Mais ils sont finalement les seuls à supporter le coût, alors que finalement, au global, c'est toute la société qui va en bénéficier. Donc nous, on travaille en interne à justement modéliser des programmes de médico-économiques, c'est-à-dire à quelles conditions un programme de chirurgie robot assistée devient rentable, même si je n'aime pas l'expression, mais devient économiquement viable. Quelles sont les modalités ? Travail sur la DMS, travail sur la réorganisation du bloc, etc., pour aider les établissements justement qui n'ont pas ces financements à atteindre cet objectif de volume et de réorganisation de l'activité. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, notre principal ennemi, finalement, barrière, on va dire, c'est ce manque de financement. Et pourtant, on s'est développé sur l'urologie, on se développe sur le digestif, sur la chirurgie gynécologique, sur la chirurgie thoracique. Donc voilà, on est en attente, en tout cas, que ça aille au moins un peu plus vite et qu'on n'attende pas 7 à 10 ans pour avoir un tarif une fois qu'on a eu une évaluation positive de l'HAS. D'autant que vous vous retrouvez en concurrence en tant que fournisseur d'une technologie avec d'autres fournisseurs de technologies qui, eux non plus, n'ont pas de financement spécifique. Vous disiez qu'il y avait tout un tas de technologies qui n'ont pas de financement spécifique et qui bouleversent quand même la donne aujourd'hui en matière de prise en charge des patients, Isabelle Adno. Ah ben là, c'est sûr que ce qui arrive, c'est un tsunami. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte vraiment, mais c'est un véritable tsunami et positif, j'entends. On serait heureux d'avoir aussi des exemples, là aussi. Vous avez énormément de logiciels qui vont aider. Dans la vie de tous les jours, on est tous avec nos smartphones, ça a été dit tout à l'heure, etc. Et tous, qui regarde une carte, qui regarde une boussole. Ça a changé notre quotidien, ça a changé. C'est un phénomène de société. En matière de santé, c'est exactement la même chose qui est en train d'arriver. Alors la question auquel est confronté le professionnel de santé, ce coup-là, c'est quoi ? C'est qu'il voit arriver tout plein d'entreprises qui leur disent « moi je suis le meilleur, et franchement je vais vous faciliter votre travail, etc. » Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que le professionnel
ou l'établissement de santé, dans l'état actuel des choses, il dit qu'il est le meilleur. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'en sais rien. Et c'est là que se situe pour moi un problème. À un moment donné, on ne pourra pas continuer comme ça. Et il faudra, je pense, qu'il y ait une évaluation qui ne soit pas un frein. Il ne faut pas raisonner franco-français, mettre des règles et des normes supplémentaires quand il n'y en a pas besoin. Ce serait d'un ridicule achevé. Mais néanmoins, à un moment donné, il faut que les professionnels puissent faire un choix. Donc là, on parle de logiciels, de la prescription. De logiciels, voilà, ce qui est leur quotidien et qui va devenir de plus en plus leur quotidien. Parce qu'il n'y a pas de certification en soi sur toutes ces technologies. Il y a des règles européennes qui existent, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas raisonner franco-français, ça bloquerait encore plus tout le système, quand il n'y en a pas besoin. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait à la HAS sur ces questions-là, c'est premièrement tout le tour de tous les collèges professionnels. Comment vous utilisez le numérique, qu'est-ce qui vos besoins, quels sont-ils, etc. Comment vous faites pour faire le tri entre plutôt tel logiciel ou tel logiciel, etc. On a fait un guide d'aide au choix des professionnels et qui comporte une grosse partie justement de réflexion médico-économique. Avez-vous besoin de cet investissement? Réfléchissez à votre organisation, qu'est-ce que ça va être en apport? Certes un coût, mais d'un autre côté un bénéfice. Et après, à titre personnel, alors je dis à titre personnel parce qu'on n'a pas de mission à la HAS pour ça, je suis intimement convaincue que quelque part, il faut franchir un pas supplémentaire et donner un système de label, appelez ça comme vous voulez, de scoring, qui soit fait par la HAS ou par d'autres, on m'en fiche complètement, mais quelque part, qu'un établissement de santé ou un professionnel, quand il y a un industriel qui est en face de lui et qui lui dit « je suis le meilleur », regardez tous les casques à réalité virtuelle ou autres, il y en a énormément en matière en matière de santé mentale, il y a énormément de dispositifs qui existent, qu'ils puissent avoir confiance. Parce que la pire des choses, et ça a été dit tout à l'heure dans les mots confiance, ce serait que tous ces outils numériques qui vont vraiment être utiles, à un moment donné, qu'il y ait une perte de confiance avec quelque chose qui passe et puis qui soit inutile. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir forcément qu'on travaille là-dessus, même sur la base du volontariat. Après tout, le système de label ou de scoring, ça peut être du volontariat de la part des industriels. Voilà. En tout cas, nous, on a fait cette démarche-là au niveau de la HAS et je suis intimement convaincue qu'il faut développer cette confiance entre les industriels, les patients et l'usage du numérique, parce que c'est plus un choix, enfin c'est écrit dans le marbre. Oui, ça nous ramène aussi au débat de ce matin où on évoquait la nécessité de contrôler les dépenses de médicaments, de mieux prescrire, de réfléchir au volume de prescription. Et on sent que les autorités veulent avancer là-dessus, donc peut-être effectivement qu'une réflexion sur les logiciels et toutes ces aides pourrait nous aider. Antoine Tenière, on fait un petit pas de côté, on va un peu en aval, en amont plutôt, excusez-moi, puisque vous êtes dirigeant du Paris Santé Campus, qui vise à justement créer des synergies pour favoriser les développements technologiques en santé. Redites-nous un petit peu quelle est la démarche du Paris Santé Campus, pourquoi c'est une institution assez récente, pourquoi elle a été créée? Alors Paris Santé Campus, c'est la volonté de réunir différentes forces et de répondre à différents enjeux qui ont d'ailleurs été évoqués précédemment. La constatation d'un tissu d'innovation extraordinairement riche et dynamique en France. La constatation également des évolutions très profondes de l'innovation, notamment dans la santé. On a traversé l'ère biologique, on est encore dans l'ère génomique et on entre très rapidement dans l'ère numérique et on met tous notre ceinture de sécurité parce que ça va aller très très vite. Et donc la volonté de Paris Santé Campus, c'est d'arriver à créer un écosystème d'innovation qui permet de rassembler des compétences expertes sur ces sujets pour répondre aux besoins du système de santé et de les faire travailler ensemble, d'accélérer les collaborations, de créer des synergies et d'aller plus vite dans toutes les phases de l'innovation, que ce soit de l'idéation, en passant par la recherche évidemment, de la création de start-up, la réponse à des problématiques tout à fait concrètes, en rassemblant un écosystème d'acteurs qui habituellement est un peu segmenté, parfois étalé ou voire isolé, et en s'inspirant évidemment de ce qui marche aussi dans des grands écosystèmes comme la Silicon Valley
Carré ou Boston pour la biotech, en le concentrant de façon active. Donc de façon tout à fait pratique, c'est un bâtiment aujourd'hui de 20 000 m² qui est à proximité d'ailleurs des échos et qui rassemble 5 instituts de recherche, 90 startups, des grandes institutions et agences sanitaires, des patients, des étudiants, parce que le numérique c'est aussi des compétences au-delà des données et des enjeux tout à fait fondamentaux, pour penser justement ces évolutions et répondre à la fois de point de vue très fondamental aux enjeux que le grand public voit poindre sur l'intelligence artificielle, son utilisation, son impact et ses questions dans la santé, accompagner le développement des startups de la santé. On voit que c'est une partie importante, par exemple, des startups en hypercroissance dans la French Tech. Certaines sont au sein de Paris Santé Campus. Et puis répondre également aux enjeux tout à fait nécessaires d'accompagnement du développement du numérique et de la transformation que cela va engendrer pour la santé vis-à-vis de la société. Et je crois que le mot de confiance que Isabelle a employé précédemment est tout à fait essentiel. On ne pourra pas favoriser ces nouveaux usages s'il n'y a pas une compréhension et une confiance de la part de chacun des patients, évidemment, mais de la société au sens large, au moment justement où le système de santé amorce également une transition du soin vers la prévention. Donc c'est tous ces éléments que Paris Santé Campus cherche à agréger, avec maintenant 1 an et demi d'existence, et puis des premiers succès très intéressants, à la fois du point de vue de la recherche, du point de vue des entreprises, une dynamique très très forte, et des premières preuves de synergie, justement, de projets collaboratifs qui sont nés au sein de l'écosystème par le simple fait d'arriver à rassembler les gens, à les faire se rencontrer et faire échanger. Quels sont les exemples que vous pouvez nous donner ? Alors, il y a différentes collaborations entre des chercheurs et des startups, entre des chercheurs et des grands groupes qui sont nés ensemble, de projets par exemple autour de ce qu'on appelle le traitement automatisé du langage. Donc c'est l'équivalent finalement des fameux LLM qui sont les moteurs de base de l'intelligence artificielle générative. Donc là il y a des collaborations tout à fait concrètes entre par exemple les laboratoires INRIA, INSERM et puis certaines startups qui sont chez nous pour arriver à produire des modèles qui peuvent analyser l'énorme quantité de données qui est contenue dans les comptes rendus hospitaliers, par exemple. Ça, c'est un premier exemple. Il y a des collaborations de start-up à start-up avec la volonté de mettre en commun des forces. Par exemple, une start-up qui produit des environnements sécurisés pour les données de santé, et puis une start-up qui produit des services à la donnée pour structurer des données de santé et qui se mettent ensemble justement pour combiner leurs outils. Ou des exemples de start-up qui travaillent avec des grands groupes dans des stratégies d'open innovation. Aujourd'hui, certains grands groupes industriels ont, en plus de leur stratégie de recherche et développement intégrée, la volonté de travailler avec des jeunes startups pour pouvoir acquérir des innovations. Je crois que le meilleur exemple de la pertinence de ce modèle-là, c'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid avec Pfizer et BioNTech, une startup et un grand industriel, en termes de capacité de réponse justement à des enjeux sanitaires. Donc on a plusieurs exemples déjà avec seulement 1 an et demi d'existence de la pertinence de ce modèle. Et puis moi, en fait, au quotidien, en croisant les plus de 1500 personnes qui sont rassemblées sur le site, c'est toujours un émerveillement de voir en fait à quel point les gens peuvent se connecter et peuvent se rencontrer facilement, ce qui n'est pas forcément possible quand ils sont sur différents sites sur l'ensemble du territoire. Et quels sont les freins que cette expérience révèle dans le développement de la technologie en France ? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs que vous accompagnez ? Alors, il y a différents enjeux auxquels nous essayons de répondre. La philosophie, c'est vraiment de penser l'innovation comme une chaîne de développement, de l'idéation en passant par la recherche, la création d'une innovation, d'un produit, puis d'une entreprise qui va trouver son marché et avoir un impact. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de fluidifier, d'accélérer et de simplifier cette chaîne. Donc, les enjeux, on les connaît. Il y a des enjeux autour du financement, il y a des enjeux autour des connexions avec les expertises médicales ou scientifiques. Il y a des enjeux autour du recrutement, d'où la présence d'une université au sein de Paris Santé Campus pour mettre à disposition des acteurs des nouvelles compétences autour du numérique. Il y a des enjeux autour de la connexion avec le système de santé, c'est-à-dire le lien avec les utilisateurs finaux, les patients, les professionnels de santé, voire les grands groupes. Et donc à chacune ou à chacun des enjeux correspond justement un pan de notre programme mis en place au sein de Paris Santé Campus, un pan de notre accompagnement pour faciliter justement le travail des chercheurs,
des start-upers ou des industriels qui vont développer ces éléments-là. Parfois, c'est simplement de l'information pour aller comprendre quel est le processus d'entrée dans l'évaluation, dans la certification de dispositifs, dans le remboursement. Parfois, c'est reprendre la problématique au départ quand elle n'est pas bien posée, faire en sorte qu'un chercheur ou une entreprise qui développe un produit, ça réponde vraiment à une problématique, parce que sinon on passe à côté des choses, ou expliquer également à certains que le Graal que tout le monde recherche, qui est le remboursement, n'est pas forcément appliqué à toutes les innovations, c'est exactement ce que disait Isabelle. Donc mettre les gens sur la bonne voie dès le départ pour qu'ils aillent vraiment rapidement sur les objectifs qui sont attendus. Alors peut-être on arrive à la fin de cette table ronde, mais pour conclure, je vais vous laisser chacun prendre la parole et nous dire s'il y avait un vœu à formuler pour améliorer cet accompagnement de la technologie en France, lequel formuleriez-vous? Alors Isabelle Adno, vous avez expliqué qu'il y a un enjeu autour de l'accompagnement des logiciels, de prescription, de tout cet environnement qui n'est pas encore dans le viseur de l'HAS et pour lequel il pourrait y avoir un label. Il y a peut-être, Vincent Delaunay, un enjeu auquel vous pensez particulièrement pour accompagner des acteurs technologiques? Non, mais je crois qu'on a quand même la chance de vivre dans un pays où on a un système de santé qui, malgré tout ce qu'on peut, avec notre tendance à l'autoflagellation franco-française, on a quand même un système de santé que beaucoup de pays au monde nous envient, dans lequel, malgré des contraintes, on innove. On voit les établissements innovent massivement. Donc, moi, mon souhait en tant que, pas seulement industriel, mais potentiellement patient, ce serait que cette innovation puisse continuer à se faire au fil de l'eau. Et bien sûr, je pense que par contre, évaluer l'innovation est quelque chose de tout à fait nécessaire. On a un environnement économique qui est contraint, donc soyons aussi conscients que ça demande des investissements. Donc investissons, mais de façon sensée, avec une évaluation et peut-être un peu plus de fluidité, surtout dans l'accès à l'innovation, à mon avis. Fluidité, c'est-à-dire ? Si je reprends l'exemple de ma société, c'est peut-être entre le moment où on est évalué et le moment où on a un financement qu'on n'attienne pas presque la dizaine d'années, en fait. Parce qu'il y a le fast track pour l'évaluation, on l'a compris, mais après... Une société qui, je pense, aurait peut-être, entre guillemets, les reins un peu moins solides que la mienne, finalement, malgré que son innovation puisse être intéressante, il y aurait peut-être des sociétés qui mettraient la clé sous la porte, alors qu'ils risqueraient de se faire racheter par des capitaux étrangers. Je trouve ça dommage. Donc, c'est ça, ne laissons pas, en fait, finalement, passer notre chance. Ce sera un peu ça. Nicolas Bouzou, vous avez un vœu à formuler? Non, mais je partage ce qui vient d'être dit. En fait, de l'innovation, il y en a beaucoup en France, ça a été dit, et il y en a beaucoup dans l'écosystème en fait, productif français. Et Paris Santé Campus, moi j'y vais assez régulièrement, mais il illustre très bien ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et c'est très bien. Ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, c'est... au fond, comment avoir un système hospitalier qui absorbe un peu plus facilement les innovations, comment avoir peut-être une gamme de financement un peu plus large, comment avoir en effet des délais qui permettent de mettre les innovations, y compris d'ailleurs des molécules, mais dans le droit commun plus rapidement. Parce qu'en fait, le petit défaut peut-être de la France, c'est qu'on a des systèmes qui sont compliqués, qui sont assez lents. Donc on met en place des fast-track, des procédés dérogatoires, etc. C'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas aller dans les procédés dérogatoires. Et puis, vous comprenez bien qu'intellectuellement, c'est bizarre de faire quelque chose de compliqué et de multiplier les dérogations, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut quand même qu'on arrive à concevoir un système, notamment à l'hôpital, qui permette d'absorber l'innovation et le coût de l'innovation et l'innovation plus rapidement. Antoine Teignard, si vous vouliez rajouter un mot. Oui, peut-être deux éléments. Le premier, c'est quand même un message d'espoir qui traduit ce qu'on disait, mais prenez le temps nécessaire pour identifier et trouver des réponses thérapeutiques aux 3 grandes épidémies qu'on a connues dans les 40 ou 50 dernières années. VIH, Ebola, Covid. À chaque fois, ça se raccourcit. Et ça, c'est la traduction tout à fait concrète de la réponse que l'innovation amène et de l'impact qu'elle amène pour le système de santé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer à se raccourcir. Les épidémies qu'il y aura demain, on aura des temps d'identification, des temps de réponse qui seront beaucoup plus courts. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à intégrer et accueillir justement toute cette innovation technologique et à coordonner les cycles d'innovation qui sont devenus très rapides
les cycles de régulation et les cycles d'intégration sans faire de concessions. Et il faut le saluer sur le travail remarquable d'évaluation qui est fait notamment par la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est que je crois qu'on est aussi dans un moment tout à fait particulier où l'État, et notamment le Président de la République, s'est engagé de façon très claire sur des feuilles de route et des objectifs dans un plan qu'il avait annoncé en juin 2021, qui est massivement soutenu et financé et qui permet d'avoir dès maintenant des résultats tout à fait concrets pour accompagner ces ambitions. Donc on peut prendre rendez-vous en 2025, puisque c'est le thème de la journée, pour faire justement le bilan de tout ce qui a été fait. Pour l'instant, je vois énormément de choses très positives. Et Isabelle Annenault, vous avez le mot de la fin. Est-on pareil pour cette accélération ? Mot de la fin, certainement pas, mais en tout cas, en matière d'évaluation, il ne faut pas que l'évaluation soit un frein, mais un levier. Voilà, parce qu'il arrive tellement de choses nouvelles que ma hantise personnelle serait qu'on reparte avec des tas de dispositifs, par exemple, qui comportent de l'intelligence artificielle pour aider les professionnels A, ça ne fait pas la place d'eux, mais aider A, qui est une erreur, qui est un problème, et que ça reparte sur des années de frigo, si je peux dire, c'est-à-dire coup de frein en arrière. Voilà. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement. Donc, évaluer vite et bien. Merci beaucoup.